Bien sûr, voici cette histoire et de ses éléments d'accompagnement, il a falsifié un test ADN pour renier son enfant. Des années plus tard, une urgence médicale a révélé la vérité. Olivia a toujours cru que l'amour pouvait tout arranger. Elle tomba amoureuse de Robert, un homme charmant au sourire qui illuminait ses journées. Au début, tout semblait parfait, et elle rêvait d'un avenir heureux avec lui. Mais derrière son apparence amicale, Robert cachait un secret qui allait changer sa vie à jamais. Quand Olivia découvrit qu'elle était enceinte, ses promesses de soutien devinrent vite froides et distantes. La chaleur dans ses yeux s'estompa à mesure que les doutes s'installaient. Il ne fallut pas longtemps à Olivia pour réaliser que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être, et son cœur commença à souffrir. Alors que la nouvelle de sa grossesse se répandait, Olivia ressentit un mélange de joie et de peur. Elle imaginait un avenir radieux avec son enfant, visualisant de petites mains et de doux sourires. Robert, cependant, devint étrangement silencieux. Il trouvait des excuses et esquivait les questions sur l'avenir. Au début, Olivia espérait qu'il était simplement dépassé, mais elle sentit bientôt sa réticence. Chaque promesse qu'il faisait fondait comme la rosée du matin sous le soleil ardent. Elle luttait contre des sentiments de trahison, se demandant comment quelqu'un d'aussi charmant pouvait cacher une vérité aussi douloureuse. Dans son cœur, elle s'accrochait à l'espoir malgré les doutes grandissants. Les jours se transformèrent en semaines, et la tension dans leur petit monde devint plus lourde. Olivia remarqua de petites incohérences dans les histoires de Robert. Il changeait de sujet chaque fois que le bébé était mentionné, et son ton devenait défensif. Tard une nuit, alors qu'elle était éveillée, écoutant le tic-tac silencieux de l'horloge, elle réalisa que son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. La confiance qu'elle avait autrefois commença à se fissurer, remplacée par une peur lancinante de ce qui allait arriver. Même si elle chérissait la vie qui grandissait en elle, l'ombre de la trahison assombrissait ses rêves. Son cœur était lourd, et les questions emplissaient son esprit. Un après-midi fatidique, Olivia confronta Robert au sujet de l'avenir. Les mains tremblantes et les yeux embués de larmes, elle lui demanda s'il croyait vraiment à la famille qu'ils étaient censés construire. Au lieu de lui offrir du réconfort, Robert sortit un document, un résultat de test ADN qui, selon lui, prouvait qu'il n'était pas le père. Il insista sur le fait que le test était réel et qu'elle devait accepter ses paroles sans poser de questions. Choquée et le cœur brisé, Olivia sentit le poids de l'humiliation écraser son esprit. L'homme qu'elle avait autrefois aimé l'avait trahi de la pire des manières, la laissant affronter seule le goût amer de l'injustice. Dans les jours qui suivirent, le monde d'Olivia bascula. Elle ne comprenait pas comment Robert pouvait renier leur enfant si nonchalamment. Des amis chuchotaient à propos du scandale, et les chuchotements se transformèrent en jugements sévères. Parfois, elle apercevait son reflet et ne voyait pas la femme pleine d'espoir qu'elle était autrefois, mais quelqu'un marqué par la trahison. La douleur était vive et constante, faisant de chaque sourire une lutte. Pourtant, même au milieu de sa souffrance, Olivia résolut de protéger la petite vie qui grandissait en elle. Elle savait que son bébé méritait mieux que les mensonges et la tromperie qui entachaient désormais leur avenir. Déterminée à ne pas laisser l'injustice la définir, Olivia prit une profonde inspiration et rassembla ses forces. Elle commença à faire des heures supplémentaires au restaurant local et économisa chaque centime, déterminée à construire une vie sûre pour son enfant. Même lorsque le poids de la trahison l'accablait, elle se rappelait que sa valeur n'était pas liée au mensonge de Robert. Chaque petite victoire, comme un mot gentil d'un étranger ou un sourire partagé d'un collègue, l'aidait à avancer. Bien que son cœur fût meurtri, elle s'accrochait à l'espoir qu'un jour, la vérité apporterait justice et guérison. Un soir pluvieux, alors qu'Olivia était assise dans un coin tranquille de son café préféré, sa meilleure amie Mia la rejoignit à sa table. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça, » dit doucement Mia, les yeux pleins de sympathie. « Tu mérites l'honnêteté et l'amour, pas ces mensonges tordus. » Olivia soupira et répondit, « Je sais, Mia. Ça fait tellement mal, et je me sens si seule. » Leur conversation se tourna vers des souvenirs de temps meilleurs et des rêves pour l'avenir. Dans ce moment douillet, entourée d'une lumière chaude et du son des gouttes de pluie, Olivia trouva une étincelle de force dans les paroles attentionnées de son amie. La vie continua avec ses hauts et ses bas, et Olivia commença lentement à reconstruire son monde. Chaque jour était un mélange de travail acharné et de moments tendres avec son enfant à naître. Elle parlait doucement au bébé, lui promettant une vie remplie de vérité et d'amour. Malgré la douleur omniprésente de la trahison de Robert, Olivia refusait de laisser l'amertume prendre le dessus. Au lieu de cela,
elle déversait tout son amour dans la préparation de l'arrivée du bébé. Amis et voisins, voyant sa résilience, se rallièrent autour d'elle, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Dans chaque acte de gentillesse, Olivia trouvait une raison de continuer à se battre pour un avenir meilleur. Pendant ce temps, la vie de Robert prit un tournant très différent. Libéré des responsabilités de la vie de famille, il se livrait à des plaisirs imprudents et à des réalisations futiles. Mais sous la surface, la culpabilité et le regret commençaient lentement à s'installer. Il pensait avoir échappé aux conséquences de sa tromperie en falsifiant ce test ADN, croyant que le mensonge garderait son passé caché pour toujours. Il ignorait que les secrets ont une façon de revenir vous hanter. Ses nuits étaient agitées, remplies de rêves qu'il n'arrivait pas tout à fait à chasser. Avec le temps, des fissures dans sa façade soigneusement construite commencèrent à apparaître, laissant présager la tempête qui allait bientôt arriver. Les années passèrent, et l'enfant d'Olivia devint un jeune être vif et curieux, symbole vivant de sa force et de son amour. La vie n'était pas facile, mais chaque sourire et chaque étreinte lui rappelaient qu'elle avait fait le bon choix. Puis un jour, la nouvelle tomba que Robert avait été transporté d'urgence à l'hôpital suite à une grave urgence médicale. Les gros titres étaient choquants, et les rumeurs sur son passé commencèrent à refaire surface. Olivia apprit son état et ressentit un mélange complexe d'émotions. Malgré tout, une partie d'elle se demandait si le destin ne remettait pas enfin les choses en ordre en forçant ces vérités cachées à éclater au grand jour. Dans les couloirs stériles de l'hôpital, l'état de Robert empirait de minute en minute. Les médecins s'affairaient pour le stabiliser, effectuant des tests et des scanners pour comprendre la gravité de sa maladie. Au milieu du chaos maîtrisé, l'un des techniciens remarqua des marqueurs étranges dans ses analyses de sang. Ces marqueurs ne correspondaient pas à l'histoire qu'il racontait depuis des années. Discrètement, un médecin senior demanda des tests supplémentaires, déterminé à découvrir le mystère derrière ces incohérences. À ce moment tendu, la vérité commença à se rapprocher de la surface. Même alors que Robert gisait, vulnérable et seul, le bourdonnement silencieux de l'activité hospitalière était sur le point de défaire son écheveau de mensonges. La nouvelle de l'hospitalisation de Robert se répandit rapidement dans la communauté locale. Voisins et anciens amis observaient avec un mélange de curiosité et de soulagement, sachant que ces jours de tromperie pourraient enfin être comptés. Pendant ce temps, Olivia apprit la nouvelle et sentit une agitation douce amère dans son cœur. La douleur amère du passé était maintenant entrelacée avec un étrange sentiment de justice. Dans les moments calmes, elle se surprenait à penser à l'ironie du sort. Robert, qui avait autrefois renié son enfant et brisé sa confiance, faisait maintenant face à une crise qui menaçait d'exposer chaque mensonge. Pour Olivia, c'était le début d'un règlement de compte attendu depuis longtemps. Alors que le personnel de l'hôpital continuait ses rondes, un test crucial révéla des résultats surprenants. Les marqueurs ADN, autrefois considérés comme une fabrication astucieuse, racontaient une toute autre histoire. Lors d'une conférence feutrée entre les médecins, ils reconstituèrent les preuves que Robert était, en fait, le père biologique qu'il avait longtemps renié. La révélation frappa comme un éclair, laissant tout le monde stupéfait. Ce n'était pas seulement une anomalie médicale. C'était le dénouement d'années de tromperie. À cet instant, la vérité à laquelle Olivia s'était silencieusement accrochée devint soudainement indéniable. Le mensonge soigneusement construit commença à s'effondrer sous le poids des preuves scientifiques. Robert se réveilla sous un déluge de questions confuses de la part des infirmières. Ses yeux, écarquillés de panique, parcouraient la chambre stérile alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Lentement, il réalisa que les tests avaient découvert la vérité même qu'il avait essayé si fort de cacher. Le choc fut insupportable. Il avait falsifié ce test ADN pour échapper à ses responsabilités, et maintenant la vérité était mise à nu aux yeux de tous. D'une voix tremblante, il marmonna « Ce n'est pas possible ». Son esprit s'emballa de regret et de peur en réalisant que son urgence médicale était plus qu'une simple crise de santé. C'était le début de sa chute. À l'extérieur de l'hôpital, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Journalistes et badauds curieux se rassemblèrent, avides de détails sur le scandale qui secouait la communauté. L'histoire du test ADN falsifié de Robert et de son effondrement médical qui s'ensuivit devint le sujet de conversation de la ville. Olivia, observant de loin, ressentit un mélange de justification et de tristesse persistante. L'exposition publique de sa tromperie fut pour elle un moment doux amer. Bien que la vérité fût enfin révélée, cela signifiait aussi rouvrir d'anciennes blessures.
Le monde voyait maintenant l'homme qui avait autrefois brisé sa vie, et il était clair que le karma était enfin intervenu pour rendre sa justice tant attendue. Dans les jours qui suivirent la révélation, Olivia se trouva prise dans un tourbillon d'émotions. Elle était soulagée de voir la vérité éclater, mais les souvenirs de ses blessures passées la piquaient encore profondément. Assise dans son petit salon un soir tranquille, elle réfléchissait à toutes les batailles qu'elle avait menées seule. Chaque larme et chaque nuit blanche l'avaient conduite à ce moment de triomphe doux amer. Bien que la douleur ferait toujours partie de son histoire, elle se sentait maintenant plus forte. L'injustice qu'elle avait subie l'avait transformée en une personne plus forte, plus sage, prête à affronter l'avenir, aussi incertain qu'il puisse paraître. Un après-midi, alors qu'Olivia faisait ses courses, elle rencontra une ancienne voisine nommée Carla. « J'ai entendu parler de Robert », dit doucement Carla, jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait essayé d'effacer son passé comme ça », répondit Olivia d'un léger hochement de tête. « Ouais, c'est comme s'il avait creusé sa propre tombe avec ses mensonges. » Leur brève conversation fut remplie de compréhension mutuelle et de tristesse. C'était un rappel que parfois la vérité refait surface, peu importe à quel point on essaie de l'enterrer. Pour Olivia, chaque mot échangé était un pas vers la guérison et la reconquête de son pouvoir. Alors que le scandale s'amplifiait, la communauté ne pouvait s'empêcher d'en parler. Les gens se souvenaient de l'époque où Robert était considéré comme une figure respectable, maintenant entachée par sa tromperie. Les commérages se transformèrent en discussions animées dans les émissions de radio locales et les rassemblements communautaires. Beaucoup estimaient que la justice le rattrapait enfin. Le courage d'Olivia face à la trahison inspira son entourage, et bientôt son histoire devint un symbole de résilience. Même si le chemin avait été long et douloureux, il semblait que le vent tournait. La vérité, autrefois cachée dans l'obscurité, éclairait maintenant la voie vers un lendemain plus juste. Au milieu du chaos, Olivia trouvait du réconfort dans les moments de calme avec son enfant. Chaque étreinte et chaque doux sourire lui rappelaient pourquoi elle devait continuer à se battre. Les années de solitude et d'humiliation lui avaient appris que la force vient souvent de la douleur la plus profonde. Elle commença à voir que, même dans l'ombre de la trahison, l'espoir pouvait fleurir. La nuit, en berçant son enfant pour l'endormir, elle lui murmurait des promesses d'un avenir meilleur, une vie exempte de tromperie et pleine d'amour sincère. Dans ces moments tendres, elle réalisa que les cicatrices du passé laissaient lentement place à un nouveau commencement rempli d'un courage tranquille. Les retombées du scandale ne furent pas seulement sociales. Elles prirent bientôt une tournure juridique. Les autorités commencèrent à se pencher sur le passé de Robert, et son faux test ADN devint une preuve dans une enquête plus large sur la fraude et la tromperie. Olivia apprit qu'une action en justice était envisagée, une action qui pourrait enfin le forcer à faire face aux conséquences de ses actes. Bien que le processus judiciaire fût lent et souvent frustrant, il lui donnait l'espoir que la justice n'était pas une cause perdue. Chaque jour, elle priait pour que la loi reconnaisse sa douleur et lui accorde l'équité qui lui avait été refusée si longtemps. Au milieu de l'incertitude, la graine de la justice était fermement plantée. Dans de calmes moments de réflexion, Olivia repensait au chemin qu'il avait mené ici. Elle se souvenait des jours où son monde s'était effondré avec un seul mensonge, et des nuits passées à se demander si elle se sentirait à nouveau entière. Avec le temps, elle réalisa que chaque épreuve lui avait appris quelque chose d'important. La douleur de la trahison l'avait poussée à découvrir une force qu'elle ne soupçonnait pas. À chaque pas en avant, elle se réappropriait un peu plus d'elle-même. Son cœur, autrefois accablé par le chagrin, battait maintenant au rythme régulier de la résilience et de l'espoir, la guidant vers un avenir rempli de promesses. Alors qu'Olivia commençait à reconstruire sa vie, son entourage commença à remarquer un changement. La femme autrefois discrète se tenait maintenant avec une dignité tranquille qui inspirait les autres. Des voisins la complimentaient sur la façon dont elle avait transformé son chagrin en force, et d'anciens amis la contactaient avec des mots d'encouragement. Même face au scandale public, elle trouva de nouvelles relations qui l'aidèrent à guérir d'anciennes blessures. Son parcours de la trahison à l'autonomisation devint une lueur d'espoir pour beaucoup. Lentement, Olivia apprit que le pardon, en particulier le pardon de soi, était la clé pour avancer, lui permettant d'embrasser la vie qu'elle était déterminée à créer. Le point culminant de la chute de Robert survint de manière inattendue. Son état s'aggrava et il fut contraint d'être admis en soins intensifs. Alors que les médecins travaillaient sans relâche pour le stabiliser, son esprit s'emballait de regrets concernant les mensonges qui lui avaient coûté si cher. Dans des moments de lucidité, il vit enfin la vérité dans toute sa clarté douloureuse.
Le test même qu'il avait autrefois manipulé était maintenant sa perte. La chambre d'hôpital, remplie des bips des moniteurs et des doux murmures du personnel, devint une scène silencieuse pour son jugement. Sa vie, construite sur une fondation de tromperie, s'effondrait, et il n'y avait aucun moyen d'échapper à la justice qui se faisait attendre depuis longtemps. Alors que la santé de Robert déclinait rapidement, les rumeurs sur son sort se répandirent dans la communauté. Les gens parlaient de la façon dont ses propres mensonges s'étaient retournés contre lui, le laissant isolé et brisé. Olivia, bien que toujours peinée par le passé, ne put s'empêcher de sentir que le destin remettait les choses en ordre. Lors d'une petite conversation dans un groupe de soutien local, un participant remarqua, parfois, le karma se manifeste de la manière la plus étrange. D'autres hochèrent la tête en signe d'accord, leur voix douce mais déterminée. Pour Olivia, chaque mention de son nom était un rappel des leçons amères apprises. L'effondrement de sa façade soigneusement construite était une justice dure mais indéniable. Au lendemain de toute cette agitation, Olivia se trouva à la croisée des chemins, entre réflexion et renouveau. Son enfant, désormais symbole d'espoir et de nouveau départ, lui rappelait chaque jour la force qu'elle avait acquise à travers l'adversité. Bien que les cicatrices de la trahison la fissent encore souffrir, elle apprit à les canaliser en une résolution qui inspirait tout son entourage. La communauté, autrefois divisée par les commérages et les jugements, se ralliait maintenant autour d'elle avec soutien et admiration. Avec le temps, l'histoire d'Olivia en vint à symboliser non seulement la douleur de la tromperie, mais aussi l'incroyable pouvoir de la résilience et le triomphe final de la vérité sur les mensonges. Alors que le dernier chapitre de cette longue et douloureuse saga se refermait, Olivia s'avança vers un avenir construit sur l'honnêteté et le respect de soi. La vérité sur le faux test ADN de Robert et sa crise médicale subséquente avaient exposé sa tromperie aux yeux de tous, et justice avait enfin été rendue. Maintenant, alors qu'elle regardait vers demain avec une détermination tranquille, elle exhortait tous ceux qui lisaient son histoire à partager leurs réflexions. Laissez vos commentaires, partagez votre perspective, et dites-nous quelles leçons vous avez apprises, dirait-elle si elle pouvait parler à travers l'écran. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et partagez-la avec vos amis. Thé de couler en grosses gouttes. Michel laissa échapper un souffle tremblant. Elle se leva du canapé, tout son corps tremblant. Je ne me suis jamais sentie aussi seule de ma vie, murmura-t-elle. Va-t'en, Case. Va-t'en. Je ne peux même pas te regarder en ce moment. Il resta agenouillé, un homme brisé assistant à l'effondrement de la seule bonne chose dans sa vie. Elle lui tourna le dos, les larmes inondant ses joues, alors qu'elle se dirigeait vers la chambre et fermait la porte. Le bruit du verrou tournant résonna dans l'espace désolé, laissant Case seul et noyé dans la honte. Un lourd silence enveloppa le Penthouse dans les jours qui suivirent. Michel refusait de parler à Case. Elle passait des nuits blanches à pleurer dans la solitude de la chambre d'amis. Pendant ce temps, le téléphone de Case vibrait sans cesse de messages de sa mère, lui ordonnant de finaliser la séparation aussi rapidement et discrètement que possible. L'élan était irrésistible. Une équipe juridique de premier plan avait été chargée de l'affaire. Ils arrivèrent au Penthouse avec d'épaisses piles de papier. Michel, le visage pâle et les yeux creux d'avoir pleuré, accepta à contre-cœur de les écouter. Elle n'avait plus de combativité en elle, seulement une douleur profonde et lancinante. Case était assis en face d'elle à la table à manger, les avocats formant une barrière entre eux comme une forteresse de costumes et de cravates insensibles. Malgré cela, leurs regards ne cessaient de se croiser, la tristesse tourbillonnant en excuses tacites. Michel hésita devant chaque page qu'on lui demandait de signer. Les documents finaux étaient intitulés « Accord de séparation et d'annulation ». Ses doigts tremblants planaient au-dessus du stylo. Elle sentait le regard angoissé de Case sur elle. « Signez simplement, Madame Wharton », dit un avocat, l'air impatient. « Nous voulons tout mettre en ordre dès que possible. » Sa vision brouillée par les larmes attrapa ce titre, « Madame Wharton », pour peut-être la dernière fois. Une vague de chagrin la submergea. Elle se tourna vers Case, le suppliant silencieusement d'intervenir, de crier « Arrêtez » et de déchirer les papiers. Mais les lèvres de Case restèrent closes. Le poids des instructions de sa mère le liait. Il n'offrit que des yeux attristés, murmurant silencieusement qu'il était désolé, mais aucun mot ne s'échappa. D'un souffle tremblant, Michel signa. Chaque trait de plume ressemblait à un coup de poignard dans sa poitrine, sectionnant la vie qu'elle avait chérie. Case signa également. Et c'est ainsi que leur mariage autrefois prometteur se dissolut en encre sur une page.
Michel fit ses valises, non pas qu'elle eût beaucoup d'objets de valeur ou d'articles extravagants. La plupart de ce qu'elle possédait avait été soigneusement choisi avec amour, des robes simples, quelques photographies chéries, des souvenirs de leur début. Chaque objet déclenchait des souvenirs de temps plus heureux. Keith la regardait, la culpabilité logée dans sa gorge comme un charbon ardent. Il voulait l'aider à porter les cartons, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais il était paralysé par sa propre lâcheté. Elle passa devant lui en l'évitant du regard, traînant sa valise vers la porte. Un dernier instant, Michel marqua une pause. Elle se tourna légèrement, son regard se posant sur Keith, dont les yeux étaient rougis et désespérés. « Je t'ai aimé de tout mon cœur, dit-elle tranquillement, la voix brisée. J'espère que tu pourras vivre avec ton choix. » Sur ce, elle sortit, laissant la porte se refermer doucement derrière elle. Keith sentit un morceau de son âme s'arracher à cet instant, le laissant froid et vide. Kimberly ne perdit pas de temps à célébrer son succès. Elle organisa un dîner privé au manoir Wharton, invitant des amis influents et de potentiels nouveaux partenaires pour Keith. Elle raconta même à certains membres de la haute société que Keith était désormais libéré d'une union improductive. Keith y assista par obligation, mais il parla à peine. Il se déplaçait comme un fantôme, piégé dans une vie qu'il méprisait. Il pouvait encore imaginer l'expression douloureuse de Michel, le hantant sans relâche. Même s'il essayait de justifier sa décision, parlant d'héritage et de devoir paternel, la culpabilité refusait de s'apaiser. À un moment de la soirée, Kimberly remarqua l'attitude maussade de son fils et le prit à part. « Arrête de te morfondre, gronda-t-elle. Le pire est derrière nous, et maintenant nous pouvons nous concentrer sur un véritable avenir. Brittany Reed sera ici ce soir. J'attends de toi que tu sois courtois. » Il déglutit, hochant la tête mécaniquement. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était Michel, quelque part là dehors, le cœur brisé. Quand Keith retourna aux pentouses désormais vides, tout semblait anormal. Pas de lumière chaude, pas de doux fredonnement de Michel dans la cuisine. Le vide était suffocant. Il se versa un verre de whisky, puis un autre, et encore un autre, désespéré d'engourdir la douleur. Pourtant, l'alcool ne fit qu'amplifier sa tristesse, lui faisant se souvenir de chaque détail du visage de Michel taché de larmes. « Michel, qu'ai-je fait » murmura-t-il à l'immobilité. Mais les murs n'offraient aucun réconfort, seulement un écho froid. Pendant ce temps, le sort de Michel. Michel traîna sa valise dans les rues détrempées par la pluie, arrivant finalement à un modeste immeuble d'appartement en périphérie de la ville. Une vieille amie, Clara, lui avait offert un endroit où rester jusqu'à ce qu'elle remette de l'ordre dans sa vie. Clara fut choquée de voir l'état de Michel. Les yeux gonflés, les vêtements trempés par la pluie, les épaules tombantes comme si elle portait une montagne de chagrin. « Oh, Michel » murmura Clara en la serrant fort dans ses bras. « Je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée que tu traversais quelque chose d'aussi terrible. » Michel s'accrocha à son amie, les larmes se mêlant à l'eau de pluie froide sur ses joues. Elle se sentait perdue, trahie et seule. Une vie qui scintillait autrefois de promesses, être l'épouse d'un homme attentionné, fonder une famille un jour, avait disparu. Cette nuit-là, Michel était allongé sur le petit canapé lit du salon de Clara, pleurant doucement. Elle caressait l'alliance qu'elle n'avait pas encore enlevée. Comment tout s'était-il effondré si vite? Les jours se transformèrent en semaines. Michel, désormais sans emploi et sous le choc émotionnel, fit de son mieux pour se remettre sur pied. Elle postula à divers postes, acceptant parfois des emplois temporaires pour payer sa part des courses et des factures. Puis, la chose la plus étrange arriva. Elle commença à avoir des nausées le matin. Au début, elle attribua cela au stress ou à une dépression persistante. Mais lorsque cela persista, Clara insista pour qu'elle voie un médecin. Michel se rendit à contre-cœur dans une petite clinique. Elle expliqua son récent bouleversement émotionnel, la séparation, et même ses problèmes de fertilité connus. Le médecin effectua un examen rapide et suggéra un test de grossesse standard, plus par routine que par réelle suspicion. Lorsque le test revint positif, le visage de Michel pâlit. « Ce doit être une erreur, dit-elle tranquillement. On m'a dit que je ne pouvais pas concevoir. » Mais le médecin hocha la tête avec sympathie. Les problèmes de fertilité peuvent parfois être imprévisibles. Les miracles arrivent. Je recommande un examen plus approfondi pour confirmer. Mais le résultat initial est définitivement positif.
L'esprit de Michel tourbillonnait. Elle serra les résultats du test avec des mains tremblantes. Se pouvait-il? Un bébé, l'enfant de Case, grandissant en elle. Ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes. Mais cette fois, elle contenait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Au milieu du chagrin, une petite vie s'épanouissait. En retournant à l'appartement de Clara, les pensées de Michel se bousculaient de confusion et d'excitation. Elle ressentit une douleur à l'idée que Case l'ait abandonnée parce qu'il croyait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et maintenant, l'événement même qui aurait pu sauver leur mariage, être enceinte, se produisait. Cela semblait cruellement ironique. Mais allait-elle le lui dire? Cette question résonnait dans son esprit. Elle imagina le visage de Case, l'amour qui y brillait autrefois, puis la froide trahison de son inaction lorsqu'elle avait le plus besoin de lui. Les larmes tachèrent ses joues. Elle avait été humiliée, mise de côté. Pourquoi devrait-elle retourner vers lui, lui annonçant une grossesse? Une vague d'amertume la traversa, se heurtant à ses souvenirs de sa tendresse. Clara écouta Michel déverser ses émotions mitigées. Le chagrin, le regret, le désir faible mais persistant de la présence de Case. Finalement, Michel décida qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle était déterminée à prendre soin de cet enfant, quoi qu'il arrive. Elle se tiendrait debout. Si Case le découvrait un jour, ce ne serait pas parce qu'elle serait retournée en rampant au domaine des Wharton. Elle devait se protéger de nouvelles douleurs, même si cela signifiait élever le bébé seul. Case trébuchait à travers chaque journée, se sentant plus seul que jamais. Sa vie n'était qu'une façade vide de réunions d'entreprises et d'obligations sociales. Les tabloïds rapportaient joyeusement son annulation, spéculant sur l'héritière qu'il épouserait ensuite. Il redoutait de retourner aux Pentouzes, où le souvenir de Michel hantait chaque recoin. Tard un soir, un coup à la porte le surprit. L'espoir vacilla un instant. Serait-ce Michel? Lui aurait-elle pardonné d'une manière ou d'une autre? Mais quand il ouvrit la porte, il trouva Brittany Reed, élégante dans un manteau de créateur et tenant une bouteille de vin. « Ta mère m'a dit que tu te sentais peut-être seule, dit-elle en entrant sans y être invitée. Alors j'ai pensé passer te voir. » Case força un sourire poli. Le ressentiment bouillonnait en lui. Il ne voulait pas de la compagnie de Brittany, mais lui dire de partir provoquerait la colère de sa mère. Ils s'assirent maladroitement dans le salon. Brittany tenta de combler le silence par de petites conversations polies sur les expansions commerciales, les connaissances mutuelles et les galas philanthropiques. Case répondit par des monosyllabiques. Finalement, la confiance de Brittany prit un tour audacieux. Elle se glissa plus près, posant sa main manucurée sur son bras. « Case, nous savons tous les deux pourquoi je suis ici. Nos familles nous veulent ensemble. Ne te bats pas contre ça. » Il frissonna, se dégageant doucement. « Je suis désolé, Brittany. Je suis pas prêt pour quelque chose comme ça. » Son esprit revint à Michel, à la chaleur qu'il ressentait avec elle, si différente de ce scénario forcé. Brittany soupira de frustration. « Bien. Mais ne me fais pas attendre éternellement. Nos familles ne seront pas patientes éternellement non plus. » Elle partit peu après, laissant Case se sentir plus étouffé qu'auparavant. De l'autre côté de la ville, le monde de Michel avait radicalement changé. Après avoir confirmé sa grossesse, elle réalisa qu'elle avait une plus grande responsabilité maintenant. Elle n'avait plus le temps de s'adonner à une tristesse prolongée. Elle trouva un emploi de réceptionniste à temps partiel dans un petit cabinet d'avocats, qui payait modestement mais offrait une assurance maladie. Cela semblait surréaliste. Autrefois épouse d'un milliardaire, elle gagnait maintenant un humble revenu et gérait soigneusement son budget pour les vitamines prénatales et les examens de routine. Pourtant, malgré son chagrin et les défis de la vie de célibataire, Michel sentait une résolution tranquille se former en elle. Chaque jour, elle se réveillait en pensant à la petite vie qui s'épanouissait en elle. Elle chuchotait des promesses à son enfant grandissant. « Je te protégerai. Je t'aimerai. Tu ne te sentiras jamais indésirable. » Le destin a une façon de placer les gens sur le chemin l'un de l'autre aux moments les plus inattendus. Un après-midi, Michel se dépêchait de retourner au cabinet après le déjeuner, une tasse de thé à la main, quand elle faillit entrer en collision avec une femme plus âgée qui tournait le coin. Du thé chaud éclaboussa la manche de la femme, la faisant crier. Les yeux de Michel s'écarquillèrent d'alarme. « Je suis tellement désolé, madame »
s'exclama TL en tamponnant le manteau de créateur de la femme avec un mouchoir. Je ne vous avais pas vu. Est-ce que ça va? La femme se tourna avec un regard furieux qui donna des frissons à Michel. C'était Kimberly Wharton. Pendant un instant, le monde se figea. Le cœur de Michel battait si fort qu'elle crut s'évanouir. Elle réalisa que Kimberly devait visiter le cabinet d'avocats dans le même immeuble pour discuter d'une affaire. Les lèvres de Kimberly se retroussèrent en un rictus dès qu'elle reconnut Michel. « Vous? Que faites-vous ici » cracha-t-elle en reculant avec dégoût. Michel ravala la boule qu'elle avait dans la gorge, essayant de rester calme. « Je travaille ici » réussit-elle à dire. Kimberly laissa échapper un rire froid. « De vivre dans un pantouse avec mon fils à être une simple employée de bureau. Comme c'est approprié. » Un tourbillon de colère et de douleur monta dans la poitrine de Michel, mais elle se mordit la langue. Elle ne voulait pas faire de scène, surtout pas sur son lieu de travail. Kimberly examina Michel de la tête aux pieds, son regard s'arrêtant momentanément sur le ventre légèrement arrondi de Michel. Une expression d'incrédulité traversa son visage, mais elle la masqua rapidement par du dédain. « Vous méritez tout cela » ricana Kimberly. « Mon fils est passé à autre chose. Il envisage d'autres perspectives de mariage, des perspectives qui n'embarrasseront pas notre famille. Si vous avez encore un peu de dignité, restez en dehors de nos vies. » Michel tenta de rester calme, bien que les larmes menaçassent de couler. Elle posa instinctivement la main sur son ventre, comme pour protéger son enfant à naître du venin de Kimberly. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle tranquillement. Je n'ai aucune intention de revenir en rampant. » Kimberly s'approcha, pointant un doigt accusateur. « Bien. Et si vous osez essayer de causer des ennuis, souvenez-vous que j'ai le pouvoir de vous écraser. Restez à votre place, Michel. » Sur ce, elle tourna les talons et partit en trombe. Michel resta là, tremblant de la tête aux pieds. Elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration pour se calmer. Pour le bien de son bébé, elle devait rester forte. Alors que Kimberly montait en ascenseur à sa réunion, une pensée troublante la rongeait. Michel était-elle enceinte? Elle avait définitivement remarqué le léger gonflement autour de son ventre. Mais non, ce n'était pas possible. Les médecins avaient été clairs sur le fait que Michel ne pouvait pas concevoir. Pourtant, les doutes ne cessaient de refaire surface. Les médecins auraient-ils pu se tromper? Si Michel portait effectivement l'enfant de Case, cela bouleverserait tous les plans soigneusement établis de Kimberly. Elle décida de ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais elle prit mentalement note de surveiller Michel de plus près. Aux toilettes, Michel s'aspergea le visage d'eau froide. Ses mains tremblaient, et son cœur battait comme le tonnerre dans sa poitrine. Rencontrer Kimberly était le pire scénario possible. Et c'était arrivé comme ça, en un clin d'œil. L'instinct protecteur pour son enfant à naître s'enflamma en elle. Elle ne voulait pas que le drame de la famille Wharton s'approche de son bébé. Elle devait disparaître de leur radar dès que possible. Peut-être devait-elle déménager dans une autre ville, trouver un nouvel emploi et ne laisser aucune trace derrière elle. Cette pensée l'effrayait et la soulageait à la fois. Pouvait-elle vraiment aller jusqu'au bout, élever un bébé complètement seule? Loin de la connaissance de Case? Elle prit une autre profonde inspiration. Elle n'avait pas le choix. Le dire à Case risquerait un autre chagrin, ou pire, laisserait Kimberly intervenir et prendre le contrôle. Malgré ses tentatives de noyer son chagrin dans le travail, l'esprit de Case revenait quotidiennement à Michel. Il se surprenait à regarder de vieilles photos sur son téléphone. Michel riant à la plage, Michel le serrant dans ses bras lors d'un événement caritatif, Michel souriant dans la cuisine avec un tablier taché de fleurs. Elle lui manquait plus que jamais. Mais chaque fois qu'il envisageait de la contacter, le souvenir de la menace de sa mère planait. Le sentiment de culpabilité le dévorait. Voudrait-elle même lui parler après la trahison? Probablement pas. Un jour, poussé par un pur trouble émotionnel, il se retrouva à conduire près du vieux café où ils allaient souvent pour le brunch du week-end. Il se gara et entra, s'attendant à moitié à la voir assise là, sirotant un latte. Mais bien sûr, elle n'y était pas. Il s'affaissa dans une banquette d'angle, rejouant chaque regret dans son esprit. Il avait renoncé à un amour qu'il savait vrai. Pourquoi? Un héritage, un avenir vide. Il réalisa ce jour-là qu'aucun empire ne pourrait combler le vide laissé par Michel.
Michel prit la décision rapidement. Elle démissionna du cabinet d'avocat, expliquant seulement qu'elle avait des affaires personnelles urgentes à régler. Avec l'aide de Clara, elle trouva un logement dans une ville plus petite à quelques heures de là, loin des lumières scintillantes du monde des Wharton. Le nouvel appartement était modeste, une chambre, une minuscule cuisine et des tapis usés. Mais pour Michel, c'était comme un sanctuaire. Elle peignit les murs d'une couleur pastel apaisante et plaça de petites décorations pour le rendre confortable. Elle écrivait aussi quotidiennement dans un journal, détaillant ses espoirs et ses craintes pour l'enfant qu'elle portait. Oui, c'était solitaire. Oui, elle pleurait parfois la nuit, le rire de Case, sa douce présence lui manquant. Mais chaque fois que sa main touchait son ventre grossissant, elle se souvenait pourquoi elle devait continuer. La grossesse ne fut pas sans heurts. Michel endura des accès de nausée matinale, des maux de dos et de la fatigue. Elle dut naviguer dans le système de santé avec un budget limité, cherchant une clinique abordable. Une nuit d'orage, elle se retrouva pliée en deux de douleur, terrifiée à l'idée de perdre le bébé. Paniquée, elle appela Clara, qui la transporta d'urgence à l'hôpital. Après des heures d'attente tendue, le médecin l'assura que ce n'était qu'une fausse alerte. Son corps était éprouvé par le stress et le manque de repos. L'incident renforça la résolution de Michel de se concentrer sur sa santé, quoi qu'il arrive. Elle avait besoin d'un emploi stable près de son nouveau domicile, alors elle éplucha les petites annonces locales. Finalement, elle décrocha un poste de réceptionniste dans un petit centre communautaire. Cela ne payait pas beaucoup, mais le personnel était amical et l'environnement beaucoup moins stressant qu'un cabinet d'avocats d'entreprise. Pendant ce temps, Case s'enfonçait plus profondément dans le travail pour échapper à ses pensées. Il développa les initiatives philanthropiques du groupe Wharton, investissant des fonds dans des bourses d'études, des projets de logement et la recherche médicale. Étrangement, une partie de lui espérait que ses bonnes actions pourraient d'une manière ou d'une autre expier sa culpabilité. Il résistait également à toutes les tentatives de sa mère de le lier à Brittany ou à toute autre partie convenable. Il refusait les dîners, et vit. Au thé en cuir ou verre de « Je veux la vérité », dit Gloria, sa voix ferme mais remplie d'émotion. J'ai besoin de preuves de ce qu'ils ont fait dans mon dos. Les mensonges, la trahison. J'ai besoin que tout soit révélé au grand jour. Monsieur Harris hocha la tête. Je comprends. Les gens comme Derek et Amelia ne trahissent pas quelqu'un une seule fois. Ils laissent une traînée de preuves derrière eux. Je la trouverai, mais j'aurai besoin d'accéder à toutes les informations que vous avez. Numéro de téléphone, profil de médias sociaux, n'importe quoi. Gloria tendit un dossier contenant le numéro de téléphone de Derek. Des captures d'écran des publications d'Amelia sur les réseaux sociaux, et même une liste des relations connues de Derek. Est-ce que ce sera suffisant pour commencer? C'est un bon début, répondit Harris. Je vais fouiller dans leurs finances, leurs communications et leurs activités récentes. S'il y a quelque chose à trouver, je le trouverai. Au cours de la semaine suivante, Harris travailla sans relâche. Gloria recevait des mises à jour régulières, bien que les informations arrivassent lentement au début. Ces choses prennent du temps, l'assura-t-il. Un soir, Harris appela avec une mise à jour. J'ai accédé à certaines transactions financières de Derek, commença-t-il. On dirait qu'il a dépensé de manière extravagante. Voyages, cadeaux coûteux, hôtels de luxe. Tous ces achats coïncidant avec les moments où lui et Amelia ont étalé leur relation en ligne. Gloria serra son téléphone. Alors il dilapide ses économies pour l'impressionner? Plus que ça, dit Harris. Il s'endette. Plusieurs de ses achats sont effectués avec des cartes de crédit, et il a dépassé le plafond de plus d'un compte. Entendre cela procura à Gloria un petit sentiment de satisfaction. L'arrogance et l'imprudence de Derek le rattrapaient. Quelques jours plus tard, Harris vint chez les parents de Gloria avec une nouvelle découverte. J'ai réussi à récupérer certains des SMS de Derek grâce à un contact qui travaille avec son opérateur téléphonique, expliqua-t-il. Vous devez voir ça. Il tendit à Gloria une impression des messages échangés entre Derek et Amelia. Ses mains tremblaient en les lisant. Derek, Gloria est tellement naïve. Elle pense vraiment que je tiens à elle. J'ai hâte que cette mascarade de mariage soit terminée pour qu'on puisse enfin être ensemble. Amelia, je t'ai dit qu'elle ne se douterait jamais de rien. Pauvre chose. Elle est trop occupée à jouer la mariée parfaite pour remarquer ce qui se passe juste sous son nez.
Derek, je la tiendrai occupée pendant que tu t'occupes du reste. Ne t'inquiète pas, bientôt, ce ne sera plus que nous. Amelia. Elle sera bientôt hors jeu. Et quand ce sera le cas, nous aurons enfin tout ce que nous voulons. La poitrine de Gloria se serra en lisant les messages. La façon froide et calculée dont il parlait d'elle était insupportable. Elle serra les papiers fermement, ses larmes coulant librement. Il préparait ça depuis le début, chuchota-t-elle. Même avant le mariage. Harris hocha la tête avec sympathie. C'est pire que ça. Amelia n'était pas seulement complice, elle a orchestré une grande partie de tout ça. Elle vous a manipulé tous les deux, toi et Derek, pour obtenir ce qu'elle voulait. Gloria essuya ses larmes, sa tristesse cédant rapidement la place à la colère. Nous avons besoin de plus, dit-elle fermement. Je veux toutes les preuves que vous pourrez trouver. Harris fouilla plus profondément dans les dossiers financiers de Derek. Un après-midi, il appela Gloria avec une autre mise à jour. Derek a transféré de l'argent à Amelia, dit-il. Des milliers de dollars au cours des derniers mois. La plupart coïncidant avec les achats pour ses voyages et cadeaux somptueux. Gloria se redressa. Alors elle a aussi vidé ses comptes? Exactement, dit Harris. On dirait qu'elle l'a utilisé pour son argent. Et d'après mes recherches, elle a déjà fait quelque chose de similaire auparavant. Elle a l'habitude de s'attacher à des hommes riches et de les plumer. Gloria était abasourdie. Je pensais qu'elle était ma meilleure amie. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Ce n'est pas ta faute, la rassura Harris. Les gens comme Amelia sont des experts pour cacher leurs véritables intentions. Mais maintenant, nous la démasquons. Alors que Harris en découvrait davantage sur le passé d'Amelia, un schéma se dessina. Elle avait l'habitude de nouer des amitiés étroites pour ensuite trahir et manipuler ceux qui lui faisaient le plus confiance. Gloria apprit qu'Amelia avait répandu des mensonges à son sujet auprès d'amis communs, affirmant que Gloria était contrôlante, jalouse et même abusive. Amelia voulait détruire votre réputation pour justifier ses actions, expliqua Harris lors d'une de leurs réunions. C'est un comportement classique pour quelqu'un comme elle. Détourner le blâme et faire passer la victime pour le méchant. La colère de Gloria grandissait à chaque révélation. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Jura-t-elle. Pendant que Harris poursuivait son enquête, Gloria commença des séances de kinésithérapie. Sa mystérieuse paralysie, qu'il avait initialement clouée au lit, s'améliorait lentement. Chaque séance était épuisante, mais Gloria surmontait la douleur, déterminée à retrouver son indépendance. Sa thérapeute, une femme bienveillante nommée Sarah, l'encourageait souvent dans les moments difficiles. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Gloria. » dit un jour Sarah après une séance particulièrement éprouvante. « Ne laisse pas ce qu'ils ont fait te définir. » « J'essaie, » répondit Gloria en essuyant la sueur de son front. « Mais c'est difficile de ne pas me sentir brisée. Comme s'il m'avait brisée. »« Tu n'es pas brisée, » dit fermement Sarah. « Tu es en train de guérir. Et quand tu seras prête, tu seras plus forte que jamais. » Gloria garda ces mots avec elle, les utilisant comme motivation pour continuer à avancer. 2 semaines plus tard, Harris revint avec la dernière pièce à conviction. Des photos de Derek et Amelia prises lors de leur rendez-vous secret avant le mariage. Les images les montraient dans un hôtel de luxe, se tenant la main, riant et s'embrassant. Les horodatages confirmaient que ces rencontres avaient eu lieu alors que Derek prétendait encore être dévoué à Gloria. Harris trouva également un enregistrement audio d'Amelia se vantant auprès d'une connaissance commune de sa manipulation. « Elle pensait vraiment que je l'aidais à organiser le mariage de ses rêves, disait Amelia dans l'enregistrement, son ton dégoulinant de suffisance. Pendant ce temps, je planifiais mon propre avenir avec Derek. » Gloria écouta l'enregistrement en silence, sa colère bouillonnant sous la surface. Quand il se termina, elle regarda Harris. « Ça suffit, dit-elle. Ils m'ont tout pris, mais ils ne me prendront pas ma voix. Il est temps de se battre. » Avec les preuves en main, Gloria commença à se préparer à affronter publiquement Derek et Amelia. Elle savait que cela n'effacerait pas la douleur qu'ils avaient causée, mais exposer leurs mensonges et leurs tromperies était un pas vers la reconquête de sa vie. Alors qu'elle poursuivait sa kinésithérapie et devenait plus forte chaque jour, Gloria réalisa que le rejet de Derek n'était pas le reflet de sa valeur. C'était le reflet de son égoïsme. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit de l'espoir. Le chemin à parcourir ne serait pas facile,
mais Gloria était prête à y faire face. Elle avait été trahie, mais elle ne laisserait pas cette trahison la définir. Elle se relèverait plus forte, plus sage et prête à reconstruire la vie qu'ils avaient tenté de détruire. La grande salle de bal de l'hôtel chic scintillait d'opulence. Des lustres en cristal projetaient une lueur dorée sur les invités élégamment vêtus qui se mêlaient, sirotaient du champagne et échangeaient des conversations polies. C'était un événement de réseautage de haut niveau, où les associés de Derek et le nouveau cercle d'admirateurs d'Amelia seraient sûrement présents. Gloria ajusta sa robe noire élégante, son cœur battant la chamade sous son calme apparent. Ce soir, elle n'était pas là pour se mêler aux autres. Elle était là pour rétablir la vérité. Dès que Gloria entra dans la pièce, les têtes se tournèrent. Elle dégageait une confiance tranquille, son maquillage subtil mais impeccable. Ses cheveux parfaitement coiffés. Ceux qui la connaissaient chuchotèrent avec surprise, choqués de la voir après le scandale entourant Derek et Amelia. Amelia et Derek se tenaient près du centre de la pièce, riant bruyamment avec un groupe d'invités. Derek était élégamment vêtu d'un costume sur mesure, son sourire narquois caractéristique plaqué sur son visage. Amelia s'accrochait à son bras, portant une robe scintillante conçue pour faire tourner les têtes. Quand Derek aperçut Gloria, la couleur quitta son visage. Il donna un coup de coude à Amelia, dont l'expression se tordit en une moue d'irritation. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » siffla Amelia à voix basse, ses doigts se resserrant autour du bras de Derek. Gloria remarqua leur malaise et sourit légèrement. Elle passa délibérément devant eux, saluant poliment d'autres invités. L'air autour d'eux devint tendu, et Gloria put entendre des chuchotements des participants voisins. « C'est Gloria ? Je pensais qu'elle n'oserait pas se montrer après tout ça. Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle prépare ?» Après quelques minutes à se mêler aux autres, Gloria s'approcha de l'organisateur de l'événement, qui supervisait les discours prévus pour la soirée. « Serait-il possible que je dise quelques mots » demanda-t-elle gentiment. L'organisateur hésita. « Eh bien, ce n'est pas prévu, mais je suppose que oui. »« Êtes-vous sûr ?»« J'en suis sûr », répondit Gloria avec un sourire confiant. Quelques minutes plus tard, on tendit le micro à Gloria. La foule se tut alors qu'elle se dirigeait vers la scène, ses talons claquant sur le sol poli. Derek et Amelia se figèrent, leurs yeux s'écarquillant de choc alors que la voix de Gloria emplissait la pièce. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, son ton chaleureux et invitant. « Je suis Gloria Johnson, et je suis ravie d'être ici ce soir parmi une compagnie aussi estimée. Mais je dois admettre que je ne suis pas seulement venue ici pour socialiser. Je suis venue ici pour exprimer ma gratitude. » Elle marqua une pause pour l'effet, ses yeux fixant Derek et Amelia. « Vous voyez, continua-t-elle, sa voix empreinte de sarcasme. Il y a 2 personnes dans cette pièce qui ont joué un rôle déterminant dans le changement de ma vie. Derek et Amelia, pourriez-vous s'il vous plaît vous avancer ?» Tous les regards se tournèrent vers eux. Derek se raidit, et la prise d'Amelia sur son bras se resserra. Ils ne bougèrent pas, non. Dit Gloria avec une moue faussement déçue. Ne soyez pas timide. Tout le monde sait déjà que vous êtes les vedettes du spectacle. Des rires parcoururent la foule, et Derek et Amelia s'avancèrent à contre-cœur, leur visage pâle. Merci, Derek et Amelia, dit Gloria, son sourire s'élargissant. Merci de m'avoir montré la véritable signification de la trahison. De m'avoir appris que tous ceux qui vous sourient n'ont pas forcément vos meilleurs intérêts à cœur. Et bien sûr, merci pour l'incroyable spectacle public que vous avez offert. Ça a été instructif. Le public gloussa légèrement, sentant la tension entre Gloria et le couple. Amelia força un sourire crispé, essayant de jouer le jeu, mais la mâchoire de Derek était serrée. Maintenant, dit Gloria, son ton devenant sérieux. Je ne voudrais pas gâcher cette occasion de partager ce que j'ai appris de mes récentes expériences. Vous voyez, Derek et Amelia ne m'ont pas seulement trahi de la manière habituelle. Non, ils sont allés bien au-delà. Ils ont conspiré ensemble, ont menti à tout le monde et ont essayé de ruiner ma vie. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que les mensonges finissent toujours par éclater au grand jour. La pièce tomba dans un silence complet. Gloria sortit un dossier de sa pochette. Commençons par les SMS, voulez-vous ? Elle brandit des copies des messages que Harris avait récupérés, sa voix ferme alors qu'elle les lisait à haute voix. Gloria est tellement naïve, cita-t-elle, sa voix imitant le ton de Derek. Elle pense vraiment que je tiens à elle.
J'ai hâte que cette mascarade de mariage soit terminée pour qu'on puisse enfin être ensemble. Elle leva les yeux, son regard perçant. Ça vous dit quelque chose, Derek? Des halètements emplirent la pièce alors que les invités se tournaient vers Derek, dont le visage était maintenant rouge vif. Ou celui-ci d'Amelia, continua Gloria. Ne t'inquiète pas, elle sera bientôt hors jeu. Et quand ce sera le cas, nous aurons enfin tout ce que nous voulons. Un murmure de choc et de dégoût parcourut l'auditoire. Les associés de Derek échangèrent des regards incrédules, et certains chuchotèrent avec colère entre eux. Est-ce vrai? Lança l'un d'eux. Vous avez conspiré contre elle? Gloria sourit et leva la main. Oh, nous ne faisons que commencer, dit-elle. Parlons d'argent. Elle afficha une impression des transactions financières que Harris avait découvertes. Ici, nous avons Derek qui transfère des milliers de dollars sur le compte d'Amelia. Tout en prétendant être mon mari dévoué. Elle tourna une autre page. Et voici un reçu pour des vacances de luxe qu'ils ont prises ensemble. Daté d'1 mois avant mon mariage. Derek avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Amelia, en revanche, essaya de parler. C'est un malentendu, balbutia-t-elle. Gloria la coupa. Malentendu? Vraiment? Parce que voici un enregistrement audio de vous vantant de la façon dont vous m'avez manipulé. Elle diffusa l'enregistrement, la propre voix d'Amelia emplissant la pièce. Elle pensait vraiment que je l'aidais à organiser le mariage de ses rêves. Pendant ce temps, je planifiais mon propre avenir. Avec Derek. Astérisque, la foule éclata en chuchotements d'indignation. Les partenaires commerciaux de Derek commencèrent à s'éloigner de lui. Marmonnant qu'ils allaient rompre les liens. Un homme s'approcha directement de lui. Vous nous avez tous embarrassés. C'est terminé, dit-il froidement avant de partir. Amelia, maintenant désespérée, se tourna vers la foule. Vous ne comprenez pas. Elle déforme tout. Derek et moi, nous sommes tombés amoureux. Ce n'est pas un crime. Gloria haussa un sourcil. Oh vraiment? Et est-ce l'amour qui vous a fait glisser quelque chose dans mon verre le soir de mon mariage? Parce que j'ai des rapports médicaux qui prouvent que ma paralysie soudaine n'était pas une coïncidence. La bouche d'Amelia s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. La pièce la fixait, le jugement lourd dans l'air. Les retombées de la révélation publique de Gloria provoquèrent des ondes de choc chez tous ceux qui y avaient assisté. Dans les jours et les semaines qui suivirent, la vie de Derek et d'Amelia s'effondra d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Amelia s'était toujours targuée d'être charmante et manipulatrice. Mais la révélation de Gloria laissa sa réputation en lambeaux. Les enregistrements audio, les relevés financiers et les SMS que Gloria avait révélés étaient impossibles à nier. Son image soigneusement entretenue de sophistication et de charisme fut brisée, et son cercle social se retourna rapidement contre elle. Les amis qui admiraient autrefois la confiance d'Amelia évitaient maintenant ses appels. Lors d'événements, les gens chuchotaient dans son dos, leur dédain palpable. C'est la femme qui a saboté la vie de sa meilleure amie, disait-il. Même sa famille, qui avait souvent négligé ses défauts, commença à prendre ses distances. Amelia essaya de sauver ce qu'elle pouvait. Elle publia des vidéos en larmes sur les réseaux sociaux, affirmant qu'elle avait été mal comprise. J'aimais Derek, sanglotait-elle dans une vidéo. Et je pensais qu'il m'aimait. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis qu'humaine. Ses abonnés n'étaient pas convaincus. Des commentaires comme « Tu es juste en colère de t'être fait prendre » et « Tu mérites tout ce qui t'arrive » remplissaient les publications. Ces tentatives de jouer la victime ne firent qu'approfondir le mépris public. Pour Derek, les conséquences furent encore plus dévastatrices. Autrefois une étoile montante du monde des affaires, il se retrouva paria. Les mêmes associés qui lui avaient serré la main et loué son charisme lors d'événements rompaient maintenant complètement les liens avec lui. Les contrats furent annulés, les partenariats dissous et les offres retirées. Votre comportement jette le discrédit sur tous ceux qui vous sont associés, déclara un ancien partenaire dans un courriel sec. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être liés à un tel scandale. Ses finances étant déjà mises à rude épreuve par ses dépenses imprudentes pour Amelia, Derek s'enfonça dans les dettes. Les créanciers commencèrent à appeler, et le style de vie somptueux dont il avait joui s'effondra. Les voitures de luxe, les voyages et même la montre chère qu'il arborait lors des fêtes furent saisis ou vendus. Désespéré, Derek se tourna vers Amelia, mais leur relation autrefois brillante se détériora rapidement.
Nous sommes censés être ensemble là-dedans, lança-t-il un soir alors qu'ils se disputaient dans son petit appartement, loin des hôtels de luxe qu'il fréquentait autrefois. Amelia rit amèrement. Ensemble? Tu penses que je vais rester maintenant que tu n'as plus rien à m'offrir? Tu es aussi pathétique que Gloria l'a dit. Les mots piquèrent et Derek sortit en trombe. Il réalisa trop tard qu'Amelia ne s'était jamais vraiment souciée de lui, tout comme il ne s'était jamais vraiment soucié de Gloria. Sans l'argent ni le statut social de Derek, le monde d'Amelia devint plus petit et plus solitaire. Elle essaya de s'accrocher à d'autres hommes riches, mais sa réputation de croqueuse de diamants la précédait. Les gens la voyaient pour ce qu'elle était vraiment, manipulatrice, égoïste et prête à trahir n'importe qui pour son propre gain. Un soir, elle était assise seule dans un café miteux, faisant défiler sur son téléphone des photos de sa vie passée. Les tenues glamour, les vacances luxueuses, les fêtes, tout avait disparu. Elle pensa à Gloria, qui avait autrefois été son amie la plus proche, et pendant un instant fugace, elle ressentit une pointe de regret. Mais la fierté d'Amelia ne lui permit pas de s'y attarder longtemps. Elle ferma son téléphone et sirota son café, résignée au vide de ses choix. Tandis que la vie de Derek et Amelia s'effondrait, celle de Gloria commença à s'épanouir. Les mois de douleur et de trahison l'avaient forgée en une femme plus forte et plus sage. Elle se concentra sur sa guérison, assistant aux séances de kinésithérapie avec une détermination renouvelée. Chaque petite victoire, se tenir debout quelques secondes de plus, faire un seul pas sans aide lui semblait monumental. « Tu fais des progrès incroyables », lui dit un jour sa thérapeute Sarah après une séance. « Tu as parcouru un long chemin, je n'ai pas eu le choix », répondit Gloria avec un sourire. « Je ne laisserai pas ce qui s'est passé me définir. » Mais la guérison de Gloria n'était pas seulement physique. Elle commença également à guérir émotionnellement. Avec le soutien de sa famille et de ses amis proches, elle